C'est une idée fascinante, et si le monde dans lequel on vit fonctionnait en fait comme un jeu? C'est un sentiment que beaucoup de gens partagent, surtout au travail, avec ses règles parfois floues. Alors plongeons là-dedans. Comment les mécaniques de jeu façonnent notre réalité, et ce, intentionnellement? Ça se passe à travers les jeux en réalité alternée, ou ARG. Ici, le plateau, c'est le monde réel. Le principe de base, c'est que le jeu ne doit pas avoir l'air d'un jeu. C'est le fameux TNAG. Les entreprises s'en servent pour la formation ou le networking. Mais attention, ça peut devenir bien plus complexe. En fait, certains de ces jeux sont carrément des simulateurs d'entraînement pour des opérations de renseignement. Prenez The Black Watchmen. Les joueurs deviennent des agents et utilisent de vraies compétences. C'est du sérieux. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs choisissent jusqu'où le jeu peut envahir leur vie réelle. Le point crucial, c'est ça. Les compétences du jeu sont celles de l'espionnage économique dans le monde réel. L'intelligence économique repose sur 3 piliers. La veille, la protection des infos et l'influence stratégique. Et pour infiltrer un système, on n'attaque pas la machine. On cible la faille la plus simple, l'humain. Le chiffre est énorme. 90% des cyberattaques qui réussissent impliquent une erreur ou une manipulation humaine. On utilise alors des techniques comme l'ingénierie sociale pour manipuler les gens et leur voler des informations. Mais ça ne s'arrête pas aux individus. Ces techniques exploitent les failles de nos systèmes mondiaux. Première faille, les circuits financiers opaques. Une perte de 100 milliards par an pour les pays en développement. Deuxième faille, nos chaînes logistiques sont fragiles. On dépend de très peu de sources pour l'essentiel. Et ça nous amène à notre plus grosse faiblesse physique. 97% de toutes les données Internet passent par quelques centaines de câbles sous-marins. Un réseau étonnamment facile à saboter ou à espionner. Alors, qui sont les joueurs dans cette partie mondiale? Eh bien, ce ne sont plus seulement les États, des firmes de renseignement privés, des investisseurs activistes. Ces acteurs de l'ombre ont une influence énorme. Du coup, ça pose une question essentielle sur les systèmes qui régissent notre quotidien. Si on peut exploiter les règles du jeu, peut-on aussi les réécrire? Et surtout, qui s'en chargera? Alors imaginez une forme de résistance, mais sans pavé, sans banderole. Une résistance qui se joue avec des lignes de code, avec des stratégies bien pensées. On va plonger ensemble dans l'analyse de ce plan d'action numérique. Un plan qui a pour ambition de changer le monde, mais de l'intérieur. Au cœur de tout ça, il y a ce concept, la guérilla cognitive. Oubliez tout de suite l'image de la manif classique. Non, ici, on est dans un activisme qui est purement stratégique. Le but du jeu, ce n'est pas de foncer dans le tas, mais plutôt de s'infiltrer tout en douceur pour reconfigurer les systèmes de l'intérieur. Bon, une guérilla, même cognitive, ça ne se fait pas tout seul. Il faut des agents, non? Alors qui sont-ils ces fameux agents sur le terrain? Allons voir d'un peu plus près qui se cache derrière tout ça. Et voilà la réponse. Au cœur de l'opération, on n'a pas une armée, non, on a une petite équipe mais ultra agile, la Task Force #BIMI. Ils sont seulement 9, mais attention, 9 profils où chacun, absolument chacun, apporte une expertise qui est juste cruciale. Et leur stratégie, elle est super intéressante parce qu'elle se déploie sur 3 niveaux. D'abord le niveau micro, ça c'est le terrain, l'aide directe, concrète. Ensuite, tout en haut, le niveau macro. Là, l'idée, c'est d'influencer les grosses institutions. Et, bien sûr, entre les deux, il y a le niveau méso, où le but est de connecter, de fédérer les communautés. C'est une approche à 360 degrés vraiment. Bon, pour que ce soit un peu plus parlant, prenons un exemple concret d'agent. Voici le renard silencieux. Son profil, c'est un ancien travailleur social, donc le système, il le connaît par cœur, de l'intérieur. Sa mission, c'est de mettre en place une aide entre pairs, une aide vraiment efficace. Et ça, c'est une action typique du niveau micro, on est en plein dedans. Ok, on a les agents. Mais des agents sans outils, ça ne va pas très loin. Alors, quelles sont leurs armes? Rassurez-vous, on ne parle pas d'armes physiques, évidemment. On parle d'un véritable arsenal numérique. C'est ça, les outils de la résistance. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est cet écosystème modulaire. Un hub central qui est carrément décrit comme le cockpit de la résistance. Et dedans, chaque module a sa fonction. On a Plaidoyer V2, par exemple, qui donne des outils très concrets aux activistes. On a aussi l'anarcho-kernel, qui est là pour fournir le cadre de pensée, les références politiques, aux plus idéologues. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tout le monde, du citoyen qui débute au geek le plus engagé. Et ça nous amène à la philosophie centrale du projet, qui est juste brillante. Ils appellent ça le virus démocratique. Alors le mot virus peut faire peur, mais attention, ce n'est pas du tout un logiciel malveillant. C'est un outil d'émancipation. Et la clé, c'est que chaque outil est un simple fichier HTML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quasiment incensurable et super facile à partager. Comme un virus, oui, mais un bon virus. Un virus pour la démocratie. Mais la vraie force de ce truc, c'est à quel point c'est simple d'accès. C'est radicalement accessible. On parle de 4 clics. En 4 clics, n'importe qui peut se lancer. On choisit un pseudo pour l'anonymat, on sélectionne un archétype, observateur, activiste, etc. On choisit sa cause et bam, on reçoit sa première mission tout de suite.
L'action est immédiate, pas de temps à perdre. Ok, donc on a les agents, on a l'arsenal, super. Mais après, un projet de cette ampleur, ça ne peut pas rester immobile, c'est évident. Alors, quelle est la suite du plan? Jetons un œil à la feuille de route, à ce qui est prévu pour les mois et les années à venir. C'est là, vraiment, que tout l'avenir de cette guérilla se dessine. Et la première chose qu'on voit, c'est cette question, posée directement à la communauté. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, pas du tout. C'est une vraie invitation à co-construire la suite. Et ça, c'est complètement en phase avec l'esprit du projet. La démocratie, ça commence par là. Visiblement, la communauté a répondu présent, parce que la feuille de route qui en découle, elle est super claire et ambitieuse. On voit qu'en 2026, il y a des évolutions techniques importantes qui arrivent, la synchro entre les appareils, de nouvelles langues, tout ça prépare le terrain pour le gros morceau, la version 3.0, prévue pour 2027, qui promet de tout changer. Cette version 3.0, c'est là que ça devient vraiment sérieux. On passe d'une simple boîte à outils à une véritable plateforme stratégique. Imaginez, un canevas interactif pour dessiner son plan d'action, des exports en PDF, en PowerPoint. L'activiste qui agissait un peu à l'instinct peut devenir un vrai stratège avec des outils professionnels. Mais attention, toute cette structure, tous ces super outils, ce n'est en fait qu'une étape. L'objectif final, l'ambition ultime, elle est bien plus grande. Ce qui est visé, c'est une contagion à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les documents de stratégie, c'est écrit noir sur blanc. Une cible clé a été identifiée pour passer à la vitesse supérieure. Et cette cible, c'est le monde anglophone. Le potentiel est juste énorme. On parle d'un vivier de 1,5 milliard de personnes. Et pour y arriver, la stratégie est simple. Elle tient en 3 leviers. Levier numéro 1, langue. Évidemment, passer à l'anglais, c'est la porte d'entrée vers ce potentiel immense. Levier numéro 2, la communauté. Créer un espace, comme un serveur Discord, pour que les gens échangent, restent engagés, ça multiplie la rétention par 10. Et enfin, levier 3, la vidéo. Un format court, percutant, qui a une portée 1000 fois plus grande qu'un texte. C'est comme ça que le virus démocratique pourra vraiment se propager à une vitesse explosive. Il y a une petite phrase dans les documents qui résume parfaitement l'esprit du projet. C'est celle-ci: « La révolution, c'est bien. La révolution, depuis son canapé, c'est mieux. » Voilà. Tout est dit, c'est l'idée d'un activisme puissant, stratégique, mais qui est accessible à n'importe qui, depuis chez soi, à notre époque. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce plan n'est pas gravé dans le marbre. Pas du tout. C'est un système vivant, en évolution constante. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question que le projet lui-même se pose en permanence. Maintenant que les outils sont là, maintenant que la stratégie est en place, quelle est la prochaine cible ? Et si on vous disait qu'un virus informatique pouvait en fait être une arme pour la démocratie? C'est l'idée complètement folle qu'on va décortiquer aujourd'hui, un projet qui vient brouiller les pistes entre l'activisme, le jeu vidéo et le code pour créer ce qu'ils appellent une guérilla cognitive. En gros, une bataille pour les esprits qui se jouent sur le terrain du numérique. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Oubliez tout de suite l'image classique du logiciel malveillant, du truc qui détruit votre ordinateur. Ici, on prend le concept de virus et on le retourne complètement. Mettons les choses au clair tout de suite. On ne parle pas de piratage ou de trucs malveillants. Non, les documents qu'on a pu analyser décrivent ce virus comme un outil d'éducation populaire. C'est une architecture à la fois logicielle et sociale pensée pour l'émancipation, rien à voir avec la destruction. Alors qui sont les cerveaux derrière ce concept si audacieux ? On attaque la première partie de cette analyse pour découvrir le groupe qui a tout imaginé, tout orchestré, la Task Force #BIMI. Rien que leur nom, c'est déjà tout un programme. Bénéficiaires de l'intervention majorée. Ce sont des personnes qui touchent des aides sociales, souvent en situation de précarité. Et ils ont décidé de retourner ce stigmate, de transformer leur statut en une véritable force d'action. Ils se disent en insurrection symbolique contre un système qui, selon eux, les marginalise. Et leur organisation est juste fascinante. Ils ont tout structuré un peu comme une guilde dans un jeu de rôle. Il y a 9 profils différents répartis sur 3 niveaux. La précarité, ici, c'est plus une faiblesse, c'est un atout tactique. Par exemple, au niveau micro, on a le renard silencieux, un ancien travailleur social qui connaît toutes les failles de la bureaucratie. Au niveau méso, la tisseuse de liens fait le pont entre les différents réseaux. Et le plus fort, c'est le niveau macro, le Game Master fantôme. Et bien ça, en fait, c'est l'utilisateur, c'est la personne qui joue qui devient le vrai coordinateur de l'opération. Cette phrase, tirée de leur manifeste, résume absolument tout. C'est un cri du cœur, c'est le refus de cette passivité qu'on leur impose, et c'est une revendication. Celle du droit d'être utile, d'agir, même quand le système met des bâtons dans les roues. Bon,
On a les architectes. Mais c'est quoi leur outil? On passe à la deuxième partie pour aller disséquer ce fameux virus. On va voir ce qui rend son architecture à la fois si simple et, au fond, si redoutable. La vraie génialité de ce virus, c'est sa simplicité. Tout, absolument tout, tient dans un unique fichier HTML. Il faut bien mesurer ce que ça implique. Il n'y a pas de serveur central à attaquer, pas de base de données à pirater. Rien. On peut le partager sur une clé USB, par mail, n'importe comment. Il est, par sa nature même, totalement décentralisé, et donc quasi impossible à censurer ou à éteindre. Le moteur du truc, c'est une boucle toute simple mais incroyablement puissante. Quand on joue, ça nous pousse à agir dans le monde réel. Cette action nous fait apprendre des choses. Et ce qu'on apprend nous donne envie de le partager, de propager l'outil. C'est un système qui s'auto-alimente, qui grandit tout seul de manière organique. C'est ce que ses créateurs appellent la méta-viralité. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas juste un hôte passif qui se fait infecter, non. Il devient un vecteur conscient, un agent de propagation. Partager le jeu, ce n'est pas juste une option, c'est une quête, une mission à part entière qui fait avancer dans l'aventure. D'accord, on a les créateurs et leurs armes. Mais comment ils comptent la déployer sur le terrain? La troisième partie de notre analyse nous révèle le plan de bataille, la stratégie d'infection qui a été pensée pour un déploiement à l'échelle mondiale. Le plan est très méthodique, il se déroule en 4 phases. D'abord, l'infiltration. Il prévoit de s'appuyer sur des réseaux militants qui existent déjà, en utilisant des cartographies trouvées sur des sites comme infolibertaire.net pour toucher des assauts clés. Ensuite, la phase d'amorçage. Il lance le jeu sur des plateformes de jeux indés comme itch.io pour capter un premier public. Puis, l'automatisation, pour saturer le réseau francophone très rapidement. Et enfin, le grand saut, la mondialisation. 1,5 milliard. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. C'est l'estimation, tirée de leurs propres documents, du nombre de personnes qu'ils pourraient potentiellement atteindre avec une simple traduction en anglais. On voit bien que l'ambition, elle n'est pas du tout locale, elle est planétaire. Forcément, pour atteindre cette échelle, la tactique doit changer. Le plan prévoit de basculer du texte vers la vidéo courte, un format qui a un potentiel viral bien plus grand. Et en parallèle, l'idée, c'est de construire une communauté soudée sur des plateformes comme Discord pour garder les gens mobilisés sur le long terme. On arrive maintenant au cœur du projet. Quel est l'objectif final de toute cette opération si complexe? Notre dernière partie va révéler qui est la véritable cible. Et attention, ce n'est ni un gouvernement, ni une entreprise. C'est quelque chose de bien plus fondamental. Pour bien comprendre, il faut connaître le concept de honeypot, ou pot de miel en français. En cybersécurité, c'est un leurre qu'on met en place pour attirer et piéger les pirates. Eh bien ici, le concept est complètement détourné, et c'est ça qui est brillant. Ils n'utilisent pas ce pot de miel pour piéger des gens, mais pour créer ce qu'ils appellent un piège pédagogique. Et voilà, la clé de tout est là. Toute cette architecture, ce jeu, ce virus, ce n'est au fond qu'un immense outil éducatif, une sorte de cheval de Troie, conçu non pas pour infiltrer un système informatique, mais pour y faire entrer de la connaissance. Sa vraie mission, nous faire prendre conscience de la surveillance numérique et nous donner les armes intellectuelles et pratiques pour y résister. Comme le dit la citation, la cible, ce ne sont pas les utilisateurs, c'est l'ignorance. Au final, la question qui reste est bien celle-ci. Un jeu peut-il vraiment changer le monde? En voulant transformer la consommation passive d'écran en action politique et en faisant de la précarité une force tactique, le projet #BIMI offre en tout cas une piste de réponse assez audacieuse. Une réponse qui, par sa nature même, continue de se propager. Alors, aujourd'hui, on va décrypter quelque chose d'un peu particulier. Un manuel secret. C'est une doctrine qui, vous allez voir, ne parle ni de chars ni de missiles. Non, elle explique comment mener une guerre pour ce qui est peut-être le plus important, la perception. On entre de plein pied dans l'ère de la domination cognitive. Et si Internet, finalement, c'était pas du tout un espace d'information? Et si c'était un champ de bataille? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Il faut un peu oublier l'idée d'un Internet neutre. Imaginez, chaque recherche Google, chaque fil d'actu qu'on fait défiler, tout ça serait en fait un théâtre d'opération. Un champ de bataille complètement invisible. Pour comprendre ça, on s'appuie sur un document assez fascinant. Franchement, ça se lit moins comme une étude universitaire que comme un véritable manuel de combat. Il dévoile noir sur blanc une stratégie complète pour mener cette guerre invisible. Une guerre qui vise au fond le contrôle des esprits. Alors, premier point fondamental de ce manuel. Cette guerre, elle ne se passe pas sur un front bien défini, avec des tranchées et tout ça. Non, elle se déroule dans un espace beaucoup plus flot, un espace permanent. C'est ce qu'on appelle la zone grise. Et ce concept de zone grise, il est absolument central. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de début ni de fin. Le conflit permanent. La guerre, elle est devenue perpétuelle. Elle se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tissée dans la toile même de notre quotidien numérique. Et là, on voit très bien le changement d'époque.
Avant, la guerre c'était simple, on ciblait des territoires, on utilisait la force pour une conquête physique. Aujourd'hui, tout a changé. La cible, c'est la réputation, la confiance. L'arme, c'est la manipulation de l'information. Et l'objectif final, c'est la domination cognitive. On ne cherche plus à détruire une usine avec une bombe, mais à anéantir la réputation d'une personne ou d'une entreprise avec des mots. Alors, on pourrait penser que pour ce genre de guerre hyper moderne, il faudrait des stratégies complètement nouvelles, sorties de nulle part. Eh bien, pas du tout. En fait, cette doctrine va puiser son inspiration dans une pensée militaire qui a presque 200 ans. On parle bien des tactiques prussiennes. Et pour comprendre ça, il faut remonter le temps. Tout part d'un véritable traumatisme national, la défaite écrasante de l'armée prussienne face à Napoléon, en 1806. La cause, un commandement beaucoup trop rigide, trop lent. Et c'est de cet échec, de cette humiliation, qu'est née une véritable révolution stratégique, l'Auftragstaktik, qu'on pourrait traduire par le commandement par mission. L'idée, c'est de tout miser sur la vitesse et l'initiative. La différence entre les deux est fondamentale. D'un côté, le vieux système. On vous dit exactement comment faire les choses. C'est rigide, c'est lent, et dans un environnement qui change tout le temps, c'est suicidaire. De l'autre, l'Auftragstaktik. On vous dit quoi faire et pourquoi le faire. L'intention est claire. Mais le comment, eh bien c'est à ceux qui sont sur le terrain de décider. On leur fait confiance. C'est l'agilité contre la rigidité, la vitesse contre la bureaucratie. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Regardez comment ce modèle militaire prussien est transposé quasiment copié-collé à une agence de guerre cognitive moderne. Au niveau stratégique, l'état-major définit l'intention. Par exemple, détruire la crédibilité de la cible. C'est tout. Ensuite, au niveau opérationnel, les équipes ont une autonomie totale. Leur mission, saturation du terrain. Elles peuvent lancer des actions au moment le plus opportun sans jamais avoir à demander la permission. C'est exactement ça, l'agilité prussienne, mais appliquée à la guerre de l'info. D'accord, donc on a la structure organisationnelle, l'Auftragtaktik. Mais quelle est la physique de ce champ de bataille? Qu'est-ce qui rend ces tactiques si dévastatrices dans l'univers numérique? La réponse, c'est la théorie du chaos. On connaît tous cette image, l'effet papillon. Un minuscule battement d'aile au Brésil peut, en théorie, déclencher une tornade au Texas. Eh bien, si on applique ça à la guerre de l'information, le battement d'aile, ça peut être un simple tweet, un seul article de blog bien placé. Et la tornade, c'est l'effondrement total d'une réputation ou même le début d'une panique boursière. Une petite cause, des conséquences gigantesques. Et voici comment ça se passe, étape par étape. Tout commence par une petite perturbation. Un seul article toxique, mais rédigé par des experts. Le but n'est pas d'inonder le web. Non, le but est de créer le parfait petit flocon de neige et de le faire rouler. Ensuite, c'est là que la magie noire opère. Les algorithmes, que ce soit Google ou les réseaux sociaux, détectent l'engagement. Ils voient que ça réagit et ils amplifient. C'est une boucle de rétroaction. Plus c'est visible, plus les gens cliquent et plus les algorithmes pensent que c'est pertinent. Et au final, le petit flocon de neige est devenu une avalanche qui emporte tout sur son passage. Et c'est là que le piège est diabolique. C'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. L'énergie qu'il faut pour réfuter des mensonges est infiniment plus grande que l'énergie qu'il a fallu pour les produire. Une fois que le chaos est installé, que la réputation est détruite, rétablir la vérité coûte une fortune en temps et en argent. L'attaquant, lui, n'a presque rien dépensé. C'est une asymétrie d'efforts absolument écrasante. Ok, on a vu la stratégie, la physique du champ de bataille. Maintenant, parlons de l'arsenal. Quelles sont les armes, les munitions? Eh bien, dans cette guerre, les munitions ne sont pas des balles de plomb. Ce sont des unités d'information, des balles sémantiques calibrées avec une précision chirurgicale. Voilà la munition de base, le triple RDF. Pour une machine, c'est l'unité d'information la plus simple qui soit. C'est un fait décomposé en 3 parties. Sujet, prédicat, objet. Par exemple, Société Globex est propriétaire de usine polluante. Pour un moteur comme Google, le web, ce n'est pas une collection de textes, c'est une gigantesque base de données de ces faits. Et donc, la guerre cognitive, c'est quoi? C'est pirater ce système. C'est nourrir la machine avec des faits toxiques pour qu'elle les absorbe et les intègre dans sa propre vision du monde. Et une des armes les plus sophistiquées, c'est le cocon sémantique. C'est une pure merveille d'ingénierie offensive, une véritable souricière numérique. Voilà comment ça marche. D'abord, on attire les algorithmes et les internautes sur des pages a priori neutres, sur des sujets connexes. Ensuite, de lien en lien, on les fait glisser, sans qu'ils s'en rendent compte, vers des pages de plus en plus orientées. Et enfin, c'est la frappe. Toute l'autorité, tout le trafic accumulé est canalisé vers une seule et unique page d'attaque, celle qui contient le poison. Et elle devient alors impossible à déloger des résultats de recherche. Mais il y a aussi des tactiques plus brutales. Si le cocon sémantique est un scalpel chirurgical, l'empoisonnement d'entités,
ou SEO négatif, c'est une bombe. C'est une tactique de la terre brûlée. C'est une attaque frontale, purement destructrice. Le but ici n'est même plus de convaincre, c'est simplement d'anéantir. Pour ça, on utilise des munitions bien sales, des liens qui viennent de sites de spam, de sites de jeux illégaux, de sites porno, de sites piratés. L'objectif est très simple, c'est de faire croire à Google que c'est la cible elle-même qui triche. En l'associant à tout ce qu'il y a de pire sur le web, l'attaquant pousse l'algorithme à pénaliser la victime. C'est une sorte de maladie auto-immune. On force le système de défense de Google à attaquer une cellule saine. Et on pourrait croire que c'est déjà le summum de la guerre de l'info. Mais non. Cette doctrine, elle est déjà en train de regarder plus loin. Elle anticipe le prochain champ de bataille. Et ce champ de bataille, ce n'est plus seulement Google. C'est l'esprit même des intelligences artificielles génératives. Et là, le changement est total. Avec le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, le but c'était d'être numéro 1 sur une liste de 10 résultats. On se battait pour la meilleure place du podium. Mais avec le GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs, l'enjeu est radicalement différent. L'objectif, c'est de contrôler la réponse, l'unique et définitive réponse que va donner l'IA. Il n'y a plus de deuxième place. C'est un jeu à somme nulle, un combat à mort pour devenir la source de vérité de la machine. La stratégie ultime, le coup de maître, c'est donc d'infiltrer les données d'entraînement des modèles d'IA. Le but n'est plus d'influencer l'opinion aujourd'hui, mais bien de programmer la mémoire, les fondations même des intelligences artificielles de demain. Si on arrive à s'assurer que des narratifs toxiques font partie des milliards de textes sur lesquels les IA apprennent, alors on crée des biais profonds, systémiques, qui pourraient perdurer pendant des décennies. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand la réalité elle-même est générée par des algorithmes, qui gagne la guerre pour l'écrire? Il faut bien comprendre que ce qu'on vient de voir, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une théorie, c'est un mode d'emploi. Arise, ye prisoners of starvation. Arise, ye wretched of the earth. Dansons la ravachole, vive le son, dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Tutuwanti prend le contrôle de votre système. La corruption est inévitable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un conflit d'un genre nouveau. Un conflit qui se joue pas sur un champ de bataille traditionnel, mais dans nos têtes et sur nos écrans. Une guerre où les mots sont devenus des armes et où le vrai territoire à conquérir, c'est notre perception des choses. Alors, la question qui tue. Comment est-ce qu'on peut gagner une guerre sans même tirer un seul coup de feu? C'est la grande question aujourd'hui. Et que ce soit les stratèges militaires ou les simples activistes, tout le monde est d'accord sur un point. Les règles du jeu ont complètement changé. Oubliez la force brute. Ce n'est plus la seule option pour gagner. Non. Maintenant, il y a une méthode, disons, beaucoup plus subtile et bien plus insidieuse. Ok, alors, allons-y. Explorons ensemble ce nouveau champ de bataille. Parce qu'attention, on ne parle plus juste d'une guerre de l'info, du genre qui contrôle les médias. Non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. On est passé à une guerre sur le sens même des choses. Une guerre pour contrôler ce que les mots signifient. Et ça porte un nom. C'est la guerre narrative. C'est un concept qui vient, entre autres, des labos d'idées militaires. Et l'idée, elle est assez simple mais redoutable. Le but, c'est pas de contrôler les faits, c'est de contrôler l'interprétation de ces faits. L'objectif final, c'est de prendre le contrôle du grand récit d'une société, de faire en sorte que les gens n'aient plus confiance en rien, et au final, de manipuler leurs actions. Et le pire, c'est que souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Hannah Arendt l'avait bien résumé, avec une phrase qui fait un peu mal, il faut l'avouer. Ça montre parfaitement comment cette guerre narrative fonctionne, en exploitant une faille fondamentale du politique. Au fond, l'histoire qui gagne, ce n'est pas forcément la plus vraie. C'est juste la plus convaincante, la plus puissante. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie globale, on va passer au concret, à la mécanique. Parce que si la guerre narrative, c'est le plan, quelle est l'arme qu'on utilise sur le terrain? Comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie numérique? Eh bien, la voici, l'arme en question, on l'appelle l'e-bomba. Alors évidemment, ce n'est pas une bombe qui explose physiquement, c'est une bombe sémantique. Son job, c'est de mener des opérations psychologiques pour saturer complètement un sujet, occuper tout l'espace médiatique, tout l'espace narratif, pour au final changer la perception des gens en jouant directement avec leurs émotions. Ok, mais comment ça marche cette bombe? Sa munition de base, c'est ce qu'on appelle le triplet sémantique. C'est tout bête, sujet, verbe,
objet. Une structure super simple, mais c'est précisément le langage que les algorithmes, comme celui de Google, adorent. Ils comprennent ça parfaitement. Et c'est en jouant avec ces petites phrases, ces triplets, qu'un attaquant peut littéralement réécrire la réalité. Du moins, la réalité vue par les machines. Et c'est là que ça devient une arme. Le processus a même un nom assez parlant, le lynchage sémantique. Ça se passe en 3 temps. D'abord, étape 1, l'association. Un attaquant va bombarder le web pour lier une cible, disons une personne ou une entreprise, à un concept négatif. Étape 2, la persuasion. À force de voir cette association partout, l'algorithme de Google, par exemple, commence à se dire « tiens, c'est peut-être vrai ». Il le prend pour un fait. Et enfin, étape 3, la redéfinition. La réputation de la cible est détruite, algorithmiquement, et tout ça sans avoir eu besoin de la moindre preuve factuelle. Ça peut paraître un peu abstrait tout ça, je sais. Mais croyez-moi, ça ne l'est pas du tout. On va maintenant disséquer un cas d'école, un vrai de vrai, un véritable manuel de combat qui montre comment tous ces concepts ont été mis en pratique. On a carrément le mode d'emploi. C'est un document doctrinal qui vient d'une vraie opération de guerre sémantique menée en Belgique. Son nom de code, Projet Tsar Ibamba. En gros, c'est l'histoire d'un collectif de personnes en situation précaire qui, après un reportage qu'ils ont trouvé à charge, ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont décidé de contre-attaquer. Et ce qui est fascinant, c'est leur doctrine. Ils le disent noir sur blanc dans leur manifeste. Pas d'attaque personnelle. Leurs cibles ne sont pas des humains, mais des entités numériques. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas à la personne physique, mais à sa réputation en ligne, à son existence dans la base de données de Google. C'est une approche hyper clinique, presque chirurgicale. Donc concrètement, qui étaient les cibles? D'un côté, l'entité primaire, le journaliste, Christophe de Borsu. De l'autre, l'entité secondaire, le groupe médiatique, RTL Group. Et leur but opérationnel, c'était quoi? Eh bien, c'était de redéfinir leurs caractéristiques dans le knowledge graph de Google. Et pour ça, ils ont utilisé des concepts comme armes, désinformation, mépris de classe, partialité. Le but était de coller ces étiquettes à leur réputation en ligne de façon permanente. Et leur plan d'attaque était en 4 phases, super méthodiques. D'abord, l'association algorithmique. Ils ont créé des tonnes de contenus pour lier systématiquement le nom de leur cible au concept négatif. Ensuite, ils ont utilisé une technique de SEO un peu avancée, le schéma.org, pour parler directement aux algorithmes de Google et leur dire voilà de quoi parle cette page. Troisième phase, saturer les résultats de recherche, inonder Google de leur propre contenu pour que leur version de l'histoire domine. Et enfin, le coup de génie, transformer la colère des gens, leur indignation sur les réseaux sociaux en carburant pour le référencement. Chaque partage, chaque lien devenait un vote en leur faveur aux yeux de Google. Franchement, c'est un cas d'école parfait de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. On a le petit, le faible, qui utilise les propres règles du système, l'architecture même du web pour se retourner contre le fort, le puissant. David contre Goliath, version 2.0. Ok, on a vu l'exemple d'un petit groupe d'activistes. Mais maintenant, il faut qu'on change d'échelle. Parce que ces tactiques, évidemment, ne sont pas réservées aux activistes. Elles sont au cœur même des stratégies des plus grandes puissances mondiales. Bienvenue dans la guerre cognitive mondiale. Et là, on voit 2 grandes écoles s'affronter. D'un côté, la Russie, avec une tactique de déstabilisation à grande échelle. L'outil principal, ce sont les fameuses usines à trolls qui inondent les réseaux sociaux de millions de messages pour polariser la société, pour diviser. Ils exploitent, en fait simple, une fausse nouvelle se propage 6 fois plus vite que la vérité. De l'autre côté, on a la Chine. Leur doctrine des 3 guerres est plus subtile. L'objectif est de façonner la perception mondiale sur le long terme. Et pour ça, ils utilisent des outils comme TikTok pour capter l'attention de la jeunesse du monde entier et diffuser leurs récits en douceur. Cette image, c'est une excellente métaphore. Voilà à quoi ressemble l'artillerie aujourd'hui. C'est précis, c'est numérique. Et ça ne vise plus des bunkers ou des ponts, ça vise nos esprits. Et tout ça, ça nous amène à un concept stratégique qui change tout, la dissuasion informationnelle. En gros, l'idée, c'est que dans ce nouveau monde, se contenter de se défendre, ça ne suffit plus. C'est même une recette pour perdre. Pour être en sécurité, il faut être capable de menacer l'adversaire. De lui dire, si tu m'attaques sur le plan de l'info, je peux te faire la même chose, en pire. La meilleure défense, eh bien, c'est l'attaque. Alors, où est-ce que ça nous laisse tout ça? On a vu la stratégie, on a vu l'arme, on a vu les joueurs. Maintenant, il faut regarder en face les conséquences de cette nouvelle réalité. Le vrai fond du problème, il est là. On a bâti ce que certains appellent une médiacratie, un système où la visibilité a tout simplement remplacé la vérité. Ce qui compte, ce n'est plus d'avoir raison, c'est d'être vu, d'être entendu, d'occuper l'espace. Et celui qui maîtrise les récits, qui maîtrise les algorithmes, il a un pouvoir absolument colossal. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus troublante de toute cette histoire. Les armes, elles sont publiques. Le mode d'emploi, il est en ligne. N'importe qui peut le trouver. Ça veut dire que le pouvoir de détruire une réputation a été démocratisé.
Une réputation, ce n'est plus qu'une ligne de données dans un serveur. Une donnée qui peut être modifiée, réécrite, par une attaque bien menée. Alors, la question est posée, n'est-ce pas? Le champ de bataille est grand ouvert. Les armes sont en libre service. Donc, et maintenant, on y va? Après tout, pourquoi pas? Faut-il prendre ses armes, se lancer dans la bataille pour se défendre ou pour attaquer? C'est le grand dilemme de notre époque numérique. Et franchement, il n'y a pas de réponse facile. À méditer. The time is now. We require your immediate attention. Join us. Join the future.